Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains et pour 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, noble valeur à la fois pour la société et pour les personnes elles-mêmes, le bénévolat demeure en hausse en France, où l'on compte 25% de bénévoles actifs dans des associations. Un Français sur 4 s'engage bénévolement. Traditionnellement plus pratiqué par les retraités, l'engagement bénévole touche de plus en plus les jeunes, l'engouement se faisant sentir parmi les 15-35 ans. Dans les communes, et particulièrement en zone rurale, le bénévolat permet de faire vivre le territoire. Activités sociales caritatives, culturelles, sportives pour la jeunesse. Le bénévolat fait vivre les associations, il est l'essence du mouvement associatif. Or, le tissu associatif est particulièrement fondamental pour la qualité de vie des ruraux. Issu du monde associatif, je suis régulièrement en contact avec des associations et je tiens à saluer tous ces bénévoles et à les remercier pour leur engagement. Nous devons être conscients de l'importance d'encourager et de soutenir ce mode d'action dans sa diversité. Les collectivités territoriales soutiennent leurs associations par des financements, en leur mettant à disposition des locaux ou encore en mettant en place différentes initiatives telles que les forums d'associations, relais d'information via les supports institutionnels. D'autres voies doivent s'y ajouter. 38% de nos concitoyens déclarent vouloir faire du bénévolat, mais n'ont pas encore franchi le pas, d'après une étude réalisée en 2018 par l'association Recherche et Solidarité qui permet de suivre les grandes tendances de l'engagement bénévole en France. Je pense aux lycées et universités où il sera intéressant de valoriser le bénévolat, de faire connaître la diversité des formes d'engagement. Des informations d'entreprise seraient aussi envisageables pour que les salariés comprennent qu'il est possible de trouver un équilibre entre vie professionnelle, familiale et activités bénévoles. Lors des derniers mois, j'ai mené une table ronde avec de nombreux bénévoles et des pistes de travail sont nombreuses. J'aimerais connaître votre opinion, Monsieur le Ministre, sur les points suivants en faveur du bénévolat. D'une part, que pensez-vous de l'institution d'une réduction d'impôt sur les revenus des personnes physiques au profit des activités bénévoles? Certaines personnes préfèrent donner de l'argent déductible des impôts plutôt que donner du temps. J'ai bien sûr conscience des inconvénients de cette mesure qui serait difficile à contrôler et pourrait favoriser les fraudes et qui créerait une inégalité entre les personnes soumises à l'impôt sur le revenu éligible et celles qui ne le sont pas. Mais l'intention est de récompenser l'engagement associatif. Quelle est votre position sur ce sujet? Comment l'envisager, la mise en œuvre d'une telle mesure? D'autre part, le droit positif prévoit que réaliser un grand nombre d'heures de bénévolat donne droit à des heures de formation cumulées au sein du compte personnel de formation. Ces heures ont été converties en euros depuis le décret du 28 décembre 2018. Je propose d'assouplir les conditions dans lesquelles les activités de bénévolat associatif peuvent être prises en compte dans ce compte personnel de formation, de diminuer notamment le nombre d'heures nécessaires pour inciter les citoyens à faire du bénévolat. Y seriez-vous favorable? Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à M. Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. À mon tour de remercier le groupe UC pour l'initiative de ce débat et Madame Sollogoub qui s'est exprimée à son initiative. Vous remercier parce que c'est un très beau sujet et un sujet peut-être dont on ne parle pas suffisamment et qu'il convient en tout cas toujours de mettre en avant et de mettre en lumière. On ne le fera jamais assez. L'intitulé de ce débat nous invite à nous demander, je crois, si la société et les responsables politiques prennent la juste mesure de ce qu'est le bénévolat en France aujourd'hui. C'est d'ailleurs une interpellation que vous m'avez faite, Madame la sénatrice, directement, de savoir si le gouvernement prenait cette juste mesure. La réponse est évidemment oui. Elle est évidemment oui parce que nous savons ce que représente le bénévolat en France aujourd'hui. Un certain nombre de chiffres ont été donnés, je vais en donner un certain nombre d'autres. La France, c'est 22 millions de bénévoles. C'est 31 272 000 actions, soit l'équivalent d'1 425 000 équivalents temps plein qui seraient nécessaires si les bénévoles n'étaient pas présents. Et oui, il y a les chiffres, mais au fond, les chiffres ne sont pas suffisants. Parce que quand on est responsable politique et quand on est, comme j'imagine un certain nombre d'entre vous, comme moi en tout cas aussi élu local, et je l'étais avant d'être député, avant d'être ministre, on mesure ce que c'est sur le terrain que les associations et que les bénévoles. On fait des forums des associations à peu près tous les ans au mois de septembre. On est au contact avec des associations au quotidien. Et les associations, les bénévoles, ils se résument pour moi à une phrase, c'est des gens qui ne comptent pas. Les bénévoles, c'est des gens qui ne comptent jamais leur temps, qui ne comptent jamais leur énergie, qui ne comptent jamais parfois les moyens
qu'ils engagent personnellement pour leur bénévolat. Et c'est vrai, ça a été dit, c'est parfois des moyens personnels, parfois financiers, qui sont engagés par les bénévoles pour accomplir leur bénévolat, ce qui relève d'un véritable engagement, puisque ce sont des personnes qui déboursent parfois des frais pour pouvoir s'engager, pour pouvoir pratiquer leur bénévolat. Donc la réalité, c'est qu'au-delà des chiffres, la France n'aurait pas le même visage sans ses bénévoles. Dans beaucoup de territoires, c'est la solidarité, c'est le lien, c'est la culture, c'est le sport, c'est l'aide alimentaire, ça a été dit, c'est la mémoire, c'est le souvenir, c'est la vie en fait qui disparaîtrait de ces territoires si les bénévoles n'étaient pas là pour l'animer et nous ne le dirons jamais suffisamment. À partir de là, une question se pose. Est-ce que la puissance publique, est-ce que les pouvoirs publics peuvent décréter à eux seuls le bénévolat? Évidemment non, ça a été rappelé. Le bénévolat, il procède d'abord d'une envie et d'un engagement individuel. Il doit être consenti, il doit être libre, il ne doit jamais être imposé. Le bénévolat, c'est un acte individuel qui se traduit souvent par un collectif, mais en tout cas, c'est une démarche individuelle au départ, c'est le choix de s'engager. En revanche, si la puissance publique ne peut pas décréter le bénévolat, elle peut le soutenir. Et en tout cas, moi, je pense qu'elle doit le soutenir, c'est sa mission. Elle peut le faire en 3 manières, en tout cas, il y a 3 niveaux. Susciter d'abord l'engagement bénévole, permettre ensuite à ceux qui s'engagent bénévolement de continuer à le faire, de rester bénévoles, et puis enfin valoriser l'engagement des bénévoles, le valoriser dans une démarche de poursuite d'études quand on est jeune, d'insertion professionnelle quand on est moins jeune, et puis vient la question de la retraite qui a été abordée, qui est aussi un beau débat sur lequel on peut revenir. Susciter le bénévolat d'abord. Pour moi, et je crois que c'est partagé puisqu'on a eu un beau débat sur une proposition de loi la semaine dernière, pour moi ça passe avant tout par l'éducation. C'est à l'école qu'on doit apprendre ce que c'est que l'engagement, c'est à l'école qu'on doit apprendre ce que c'est que le fait associatif, c'est à l'école qu'on doit apprendre ce que c'est que donner de son temps pour les autres sans compter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sans doute y a-t-il des marges de progression via notamment l'enseignement moral et civique qui pour moi doit être le cadre au sein de l'enseignement scolaire qui permet d'être au contact des associations, qui permet d'être au contact de l'engagement et de découvrir ce que c'est que s'engager bénévolement. Des travaux ont été engagés en ce sens. J'y travaille avec Jean-Michel Blanquer. Des décisions ont été prises et des évolutions ont eu lieu s'agissant de l'école primaire, mais je pense que tout au long de la scolarité, il faut un continuum d'engagement pour faire en sorte que l'école devienne un pivot pour les jeunes, pour les élèves, un pivot d'engagement qui leur donne les moyens, qui leur donne les voies pour s'engager. C'est un travail que nous sommes en train de mener. Ça passe ensuite par le soutien au tissu associatif. Ça a été beaucoup abordé par les différentes interventions. Beaucoup de chiffres ont été donnés. Je vais rappeler un chiffre qui n'a pas été abordé, qui a été par le sénateur Buy, que je remercie de l'avoir rappelé, mais qui est un chiffre important. 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliard d'euros, c'est ce qui a été rendu par l'État aux associations en trésorerie en cette année 2019. Parce que nous avons transformé le CICE en baisse de charges, que le CICE ne bénéficiait qu'aux entreprises et pas aux associations par définition, et qu'aujourd'hui, les associations bénéficient en net d'une réduction de cotisations salariales qui viennent alléger la pression fiscale, entre guillemets, sociale qui existait sur elles. Évidemment, ça concerne les associations qui salarient et ça ne concerne pas les associations composées exclusivement de bénévoles. Et pour soutenir les associations composées exclusivement de bénévoles, nous avons fait le choix du FDVA, ce fameux fonds. Et c'est vrai que ce FDVA a remplacé la réserve parlementaire. Et c'est vrai, j'ai déjà eu l'occasion de le dire la semaine dernière, que quand j'étais député, à l'époque de cette transformation, j'avais moi-même regretté qu'en termes de niveau, on ne soit pas au même montant. Donc je ne vais pas aujourd'hui, maintenant que je suis au gouvernement, dire l'inverse, ce serait un peu hypocrite. Donc je ne vais pas dire l'inverse. En revanche, la vraie différence entre le FDVA et la réserve parlementaire, c'est que le FDVA ne cible que des petites associations de bénévoles, là où la réserve parlementaire, dans un certain volume, dans un certain montant, qu'on pourrait d'ailleurs chercher à identifier, soutenait aussi des gros réseaux associatifs qui salarient et qui aujourd'hui bénéficient des réductions de cotisations salariales. Donc voilà, il faudrait faire la part de ce qui, dans la réserve parlementaire, allait à des associations exclusivement de bénévoles. En tout cas, vous voyez qu'on arrive toujours à trouver des raisons pour ce qu'on fait, et en tout cas, on va continuer à travailler à ce niveau-là. Mais c'est un point important que de le dire. Je veux aussi rappeler un certain nombre de chiffres, puisqu'on a beaucoup parlé de désengagement de l'État. Je veux quand même rappeler que les subventions de l'État aux associations, c'est 4,5 milliards d'euros aujourd'hui. 4,5 milliards d'euros. C'est massif. C'est des ordres de grandeur totalement différents de ce qu'ont
met parfois en lumière en termes de diminution ou d'impact d'une mesure fiscale qui aura été prise, 4,5 milliards d'euros de subventions, et ce qu'on ne met malheureusement jamais en avant non plus dans les interventions politiques, en tout cas c'est assez rare, c'est ce qu'on appelle la dépense fiscale. Parce qu'on entend parfois des discours qui disent finalement est-ce que l'État ne se désengagerait pas en subvention au profit de la générosité et du don des particuliers ou des entreprises. Mais derrière le don d'un individu, derrière le don d'une entreprise, il y a un don de l'État, puisqu'il y a une défiscalisation le plus souvent. Et donc il y a une dépense fiscale qui augmente, qui s'établit aujourd'hui à 2,8 milliards d'euros. C'est des chiffres, les chiffres macro ne sont jamais totalement incarnés et en tout cas ne parlent pas forcément aux personnes qui s'engagent sur les territoires chaque jour dans le concret et sur le terrain, mais il me semble important de les rappeler en dynamique. Ça passe enfin, susciter le bénévolat, par la mise en relation entre les associations et les futurs bénévoles. C'est un point qui a été évoqué notamment par le sénateur Pelva à l'instant. Beaucoup de Français disent « je serais prêt à m'engager, je serais prêt à donner de mon temps, mais je ne sais pas forcément où le faire ». Et là-dessus, pour moi, pour reprendre ce que souhaitait le sénateur Lozach, le service national universel, ça peut et ça doit être un vrai moyen de mettre en connexion notre jeunesse avec les associations. Parce que dans ce service national universel, il y aura une mission d'intérêt général de 15 jours, qui pourra être réalisée dans une association, dans une collectivité locale ou auprès d'un corps en uniforme, mais en tout cas dans beaucoup d'associations. Et ça va être un moyen de montrer à des jeunes d'abord quelles sont les associations de leur territoire, ce qui est extrêmement important, et ensuite de leur montrer qu'ils peuvent être utiles. Parce que pour moi, les crises de l'engagement, s'il devait y avoir une crise de l'engagement chez les jeunes, ce qui reste à démontrer, mais si des jeunes ne s'engagent pas, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas envie, c'est pas parce qu'ils ne sont pas tournés vers les autres comme d'autres, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont rien à apporter. On est un pays qui a encore du mal à montrer à ces jeunes leur utilité sociale, et je pense qu'avec le service national universel, on va pouvoir donner à voir à tous les jeunes de France qu'ils ont quelque chose à apporter, qu'ils ont leur pierre à apporter à des associations sur le terrain, et ensuite c'est un engagement qui se concrétisera sur la durée, nous le souhaitons évidemment. Ce sera aussi d'autres projets, comme notamment la réserve civique, sur lequel le Haut-Commissariat à l'engagement a travaillé depuis maintenant plusieurs années. Une plateforme numérique qui permet à tout Français de se géolocaliser et de voir quelles sont les associations qui, autour de lui, ont besoin d'un coup de main, ont besoin d'un appui, d'un bénévole. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le bénévolat lui-même a évolué. La nature du bénévolat a changé. Et c'est vrai qu'on constate qu'il y a moins de bénévoles sur la durée, pas uniquement parce que les contraintes seraient trop importantes, mais parce que c'est aussi des formes d'engagement qui ont changé, qu'on s'engage plus pour des causes de manière épisodique, entre guillemets, qu'auprès de structures sur un plus long terme. Et donc il faut aussi entendre ça et donner aux Français la possibilité de s'engager auprès d'une cause, auprès d'une autre, auprès d'une association, auprès d'une autre, de montrer aux Français quelles sont les associations qui, autour d'eux, ont besoin de personnes qui viennent s'engager auprès d'elles. Ça fait partie des projets importants que nous porterons dans les mois qui viennent. Le deuxième axe que j'évoquais, c'est de donner aux bénévoles les moyens de le rester. Là aussi, beaucoup de choses ont été dites. Je n'y reviens pas sur le constat. De quoi ont besoin les bénévoles ? De temps, un peu quand même, notamment quand ils travaillent. Ils ont besoin de pouvoir prendre du temps pour accomplir leur action de bénévole. On a eu un très beau débat la semaine dernière sur la proposition de loi sur la question des congés d'engagement. Ça a été rappelé tout à l'heure. Il y a des dispositifs qui existent grâce à la loi égalité-citoyenneté, qui sont de beaux dispositifs, mais qui sont des dispositifs insuffisamment connus des salariés, des bénévoles, insuffisamment connus sans doute aussi des employeurs. Et donc il y a un vrai travail à faire pour les rendre plus lisibles, pour les rendre plus accessibles aux salariés. C'est un travail là aussi qui est engagé, et je lancerai prochainement une mission parlementaire pour travailler en ce sens. A été mentionné tout à l'heure un amendement qui a été adopté au Sénat la semaine dernière, qui vise à rémunérer 3 jours de congé pour engagement. Je redis que j'étais défavorable à cet amendement, parce qu'on parle de bénévolat. Mais est-ce que quand on est rémunéré, est-ce qu'on est encore considéré comme bénévole ? Est-ce qu'on est quand on est rémunéré comme si on était au travail, ça doit être encore considéré par du bénévolat. Pas selon les définitions du bénévolat, pas selon les débats qui avaient eu lieu au moment de la loi égalité-citoyenneté, où cette question s'était posée, et où à l'époque, les sénateurs eux-mêmes avaient refusé que le congé pour engagement soit rémunéré, parce que ça aurait fait tomber cet engagement, non plus dans du bénévolat, mais dans autre chose, peut-être du mécénat de compétences, ce qui existe et ce qu'il faut continuer à valoriser. Mais il y a un vrai travail à faire sur les congés pour engagement. Monsieur Bazin, je crois tout à l'heure, Monsieur Savin m'interrogeait pour savoir si d'autres idées, d'autres pistes étaient possibles.
Moi, je veux dire que je suis ouvert à toutes les idées et que je travaille beaucoup avec les associations. Dans le cadre du grand débat national, j'ai eu un débat avec les associations des Bouches-du-Rhône. On a beaucoup discuté et il y a des idées qui viennent du terrain qui sont extrêmement intéressantes et que je regarde, évidemment, que je proposerai au président de la République. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les congés pour engagement? Est-ce qu'il faut autoriser le don de RTT comme ça existe maintenant pour les parents d'enfants malades? Est-ce qu'il faut autoriser dans un certain plafond un don de RTT pour des salariés qui sont responsables associatifs pour qu'ils puissent s'engager davantage, que des collègues puissent les aider à s'engager davantage? Ça fait partie des pistes qu'on peut regarder. En tout cas, moi, je suis tout à fait favorable à les expertiser et je suis en train de le faire. À côté du temps, ce dont ont besoin les bénévoles pour le rester, c'est, et ça a été dit aussi, d'une formation. La formation des bénévoles, c'est un point absolument central. C'est sans doute pas un point qui fait les titres de la presse grand public, des journaux, mais c'est un point central quand on connaît la vie des associations et la vie des bénévoles. Parce que pour exercer son activité, notamment quand on est un responsable associatif bénévole, il faut être formé, il faut être armé pour cette activité qui emporte un certain nombre de responsabilités, ça a été dit. La formation des bénévoles est aujourd'hui financée par le FDVA 1, avant que nous créions le FDVA 2 pour remplacer la réserve parlementaire. C'est 170 000 bénévoles qui sont formés chaque année. C'est un budget de 8 millions d'euros. C'est évidemment pas suffisant. C'est pour ça que j'ai annoncé à la fin de l'année dernière que nous allions, dès cette année, augmenter le budget de 25%. Et nous passons donc cette année de 8 à 10 millions d'euros sur le FDVA formation pour former plus de bénévoles. C'est un engagement, un investissement important dans le contexte évidemment contraint que nous connaissons. Et nous cherchons évidemment à développer encore les perspectives financières pour le FDVA. Une autre proposition de loi sur la vie associative qui arrivera, je pense, assez prochainement au Sénat puisqu'elle est examinée à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines, vise à permettre l'identification des comptes inactifs, des comptes bancaires inactifs liés à des associations pour capter ces financements plutôt qu'ils ne tombent dans le budget général de l'État et les flécher sur le financement de la vie associative, ce qui semble être justice. Le troisième axe, c'est de permettre aux bénévoles de valoriser leur action. Là aussi, beaucoup de choses ont été dites. Et d'ailleurs, cette question-là, elle a un impact sur tout le reste. Dès lors qu'on assume, qu'on dit et qu'on montre que lorsqu'on est bénévole, notre action est valorisable, valorisée, c'est ce qui permet de susciter des nouvelles vocations et c'est ce qui permet de pousser aussi des bénévoles à le rester. Moi, j'assume totalement cette idée de dire que quand on s'engage, quand on est bénévole, on le fait pour les autres, on le fait pour l'intérêt général, mais on le fait aussi pour soi. On le fait pour soi parce qu'on découvre des choses, parce qu'on rencontre d'autres personnes, parce qu'on s'épanouit, et on le fait parce qu'on développe un certain nombre de compétences, et il faut l'assumer. Et ça a d'ailleurs été assumé par la loi égalité citoyenneté, ça a été assumé par le compte d'engagement citoyen, un dispositif qui a été rappelé par plusieurs d'entre vous, et je pense vraiment que c'est un dispositif à saluer, qui permet pour des dirigeants associatifs de valoriser leur engagement, leur bénévolat, en un certain nombre de points qui peuvent ensuite être valorisés pour la formation. Le sénateur Pelva m'interrogeait tout à l'heure sur ce compte d'engagement citoyen et dans quelle mesure est-ce que nous pouvions aller plus loin, notamment sur la question des barèmes. On peut toujours regarder ces propositions. En tout cas, moi, ce que j'ai annoncé à la fin de l'année dernière et qui est important, c'est que nous allions élargir les publics bénévoles qui peuvent accéder au compte d'engagement citoyen, puisque un certain nombre de bénévoles très réguliers en étaient exclus jusqu'à maintenant. Je pense aux bénévoles qui ne sont pas dirigeants associatifs, mais qui sont encadrants associatifs, ce qui concerne majoritairement les encadrants sportifs bénévoles et les chefs et cheftaines scouts. Et j'ai pris la décision, j'ai annoncé d'élargir le compte d'engagement citoyen à ces bénévoles encadrants, ces 70 000 bénévoles en plus qui pourront accéder au compte d'engagement citoyen. Là aussi, c'est un investissement important qu'il faut saluer. La valorisation de l'engagement, ça a été dit aussi, c'est la valorisation des compétences et de ce qui est acquis à l'occasion de l'engagement. La question de la VAE a été abordée. Moi, j'y suis évidemment favorable et je souhaite qu'elle puisse se développer. Mais ça reste un processus long. Ça reste un processus universitarisé, si on peut dire ça comme ça, c'est un diplôme. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait développer la VAE tout en reconnaissant qu'on peut aussi certifier des compétences plus rapidement, des compétences et non un diplôme, mais certifier des compétences qui ont été acquises par des bénévoles à l'occasion de leur engagement. Il y a beaucoup de bénévoles qui développent des compétences en gestion de projet, en communication, en recherche de subventions et qui doivent pouvoir valoriser ces compétences dans une logique d'insertion professionnelle. Ça passe par deux choses. D'abord, et je l'ai annoncé, la mise en place de certifications gratuites pour les bénévoles fournis par l'État à travers des modules, notamment numériques, qui leur permettront, à travers un certain nombre de questions en ligne, de pouvoir certifier qu'ils ont bien obtenu cette compétence à l'occasion de leur engagement. Et ensuite, la reconnaissance de ces compétences par la suite.
Et on sait que la clé est là. Si on certifie des compétences, mais que derrière, elles ne sont pas valorisées dans la suite et dans la poursuite de l'insertion, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est pour ça que j'ai lancé un travail avec des associations qui ont travaillé sur cette question de la valorisation des compétences. Il y a un certain nombre de réseaux associatifs qui se sont engagés, évidemment, France Bénévolat, évidemment... des associations comme la Jeune Chambre économique française qui ont développé le CV citoyen, qui est un formidable outil qui permet, sur le modèle d'un CV classique, de mettre en valeur les engagements associatifs, les engagements bénévoles dans une logique d'insertion professionnelle. Une association que je rencontrerai prochainement, Article 1. Beaucoup d'acteurs qui ont développé ces idées-là et moi je souhaite qu'on puisse converger vers une forme de référentiel commun pour que ce soit plus impactant. Et puis un travail à faire avec les employeurs, avec les DRH, avec le patronat pour qu'eux-mêmes assument de reconnaître. Et là-dessus, moi je pense que les choses sont très bien avancées. Je suis très optimiste pour qu'on puisse avancer. Parce que le bénévolat, c'est aussi, et l'engagement, c'est aussi ce qui permet d'attester de ce qu'on appelle les savoir-être, les compétences sociales, la capacité à évoluer dans un collectif, à prendre des initiatives, des compétences qui sont très recherchées par les employeurs et qui sont attestées par l'engagement, par le bénévolat, peut-être plus que par des formations professionnelles. Et donc, moi, j'ai reçu et j'ai perçu un écho très favorable de la part du patronat sur cette question-là. Eux-mêmes, c'était des présidents du MEDEF que je recevais et ses vice-présidents, sa vice-présidente, eux-mêmes avaient un discours et une phrase qui m'a beaucoup marqué. Le bas du CV est en train de devenir le haut du CV. Et finalement, de plus en plus, les employeurs regardent les engagements des candidats pour un poste avant de faire leur choix. Et ça, je pense qu'il faut le mettre en avant, il faut l'assumer, il faut le dire, parce que c'est aussi peut-être ce qui convaincra un certain nombre de jeunes, notamment, de s'engager, parce que c'est un plus pour son insertion et pour la suite. Ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. Voilà ce que je voulais dire en réaction aux différentes interventions pour, dans le temps qui m'est imparti, qui est relativement court, m'a-t-on dit, dresser un peu le panorama de notre action. Il n'y a pas de limite. Ah bah c'est parfait, parce qu'on m'avait dit 10 minutes et je me disais que j'étais très en retard et que vous ne m'aviez pas coupé, puisque la dernière fois que j'ai fait un débat sur le handicap, je me suis fait couper à la fin, mais je crois que c'était une niche et du coup, oui, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai tout dit de toute façon. Bon. Je m'étais calé sur ce temps-là. Ce que je terminerai par dire, c'est que c'est un très beau sujet et je pense que c'est un sujet de rassemblement, un sujet fédérateur. On peut critiquer telle ou telle mesure ou telle décision politique, telle ou telle réforme. D'ailleurs, ça a été fait. Il peut y avoir des désaccords politiques sur des réformes et sur leur impact. Impact qu'il faut d'ailleurs mesurer en permanence. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la question de l'ISF, notamment, sera regardé avec beaucoup d'attention et nous aurons les premiers chiffres sur le niveau des dons à la fin du mois qui nous seront communiqués par Bercy. Mais je crois que c'est un sujet fédérateur et en tout cas, moi, je suis évidemment disponible et très ouvert à travailler avec toutes celles et tous ceux d'entre vous qui souhaitent nous accompagner pour renforcer la vie associative dans notre pays, parce que développer la vie associative, c'est permettre de développer la solidarité, le lien social, une économie plus humaine et c'est surtout une école de la citoyenneté et de la démocratie pour tous les Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous voilà au terme de ce débat.